Lors de notre crémaillère, la maîtresse de mon mari est arrivée au faisant teinter sa clé avec un sourire narquois. Toujours les mêmes serrures, chérie? Son murmure s'enroula autour de lui alors qu'elle lui embrassait la mâchoire. La pièce se figea. J'ai juste souri, lui ai servi du whisky, et ai fait glisser une enveloppe sur la table. Prends tout, ai-je murmuré. Mais pour te prévenir, certaines portes se ferment pour toujours. La femme de votre époux a un si bon goût en décoration intérieure. La voix de Léa portait depuis notre salon où elle se tenait, admirant les photos de famille sur notre cheminée. Je venais d'entrer de la cuisine, portant un plateau d'amuse-gueule pour nos invités de crémaillère, lorsque j'ai entendu son commentaire à Julien. Mais ce n'était pas ce qu'elle disait. C'était la façon dont elle le disait, avec ce sourire entendu, comme si elle parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont elle avait le mari depuis des mois. Je me suis figé dans l'encadrement de la porte, la regardant suivre du doigt le bord de notre portrait de mariage. Le même portrait où Julien et moi avions l'air si heureux, si complètement amoureux. Maintenant, elle se tenait là, audacieuse comme un coq, commentant mes goûts tout en prévoyant de voler mon mari. Le plateau tremblait légèrement dans mes mains, mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Julien rit. Ce rire facile et détendu qu'il réservait autrefois à moi seul. Charlotte a toujours eu un œil pour rendre les choses belles, dit-il, sa voix chaude avec ce qui ressemblait à de l'affection sincère. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pu penser qu'il était gentil. Mais je savais mieux. Je l'avais entendu murmurer ces mêmes mots doux à elle il y a à peine 3 jours. Avant de poursuivre le parcours de Charlotte dans la reconquête de son pouvoir, si vous pensez que les épouses trahies méritent justice et respect, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à toucher plus de femmes confrontées à des batailles similaires. Maintenant, voyons comment cela se déroule. C'était un mardi après-midi lorsque j'étais rentré plus tôt de ma réunion de club de lecture. Margot avait annulé à la dernière minute, quelque chose à propos de la pièce de théâtre de sa petite fille. J'ai décidé de surprendre Julien avec sa lasagne préférée, peut-être ouvrir une bouteille de vin et passer une soirée tranquille ensemble. Nous ne l'avions pas fait depuis des mois, et je pensais que cela pourrait aider à combler le fossé qui s'était creusé entre nous. La maison était trop silencieuse quand je suis entré. La voiture de Julien était dans l'allée, mais il n'était pas à ses endroits habituels. Pas dans son bureau en train de consulter des dossiers clients, pas dans le garage en train de bricoler sa moto. J'avais monté les escaliers, appelant son nom doucement, pensant peut-être qu'il faisait la sieste. C'est là que j'avais entendu sa voix venant de notre chambre, basse et intime. Tu sais, je ne peux pas la quitter comme ça. Léa, les enfants, la maison, c'est compliqué. Ma main avait serré la rampe si fort que je pensais que le bois allait craquer. Léa, la même Léa qui enseignait le yoga au centre communautaire où Julien s'entraînait chaque mardi et jeudi depuis 6 mois. La même Léa qui avait complimenté ma robe lors de la collecte de fonds de l'église au printemps dernier. Tout sourire et chaleur. Quand l'amour a-t-il jamais été simple, mon cher? Sa voix avait été douce, séduisante. D'ailleurs, tu as dit toi-même qu'elle ne te voit plus vraiment. Quand a-t-elle regardé comme je le fais? Je m'étais collé contre le mur du couloir, mon cœur battant si fort que j'étais sûr qu'il l'entendrait. 23 ans de mariage, et c'est ainsi que j'ai découvert que mon mari avait décroché. À travers une porte, l'écoutant discuter de notre vie privée avec sa maîtresse. Charlotte est une bonne femme, avait dit Julien. Mais son ton était distant, comme s'il parlait d'une voisine qu'il appréciait. Elle s'occupe de tout, les enfants, la maison, même ma mère quand elle était malade. Mais nous sommes devenus plus des colocataires que des amants. L'ironie cruelle ne m'avait pas échappé. J'avais travaillé si dur pour être la femme parfaite, la mère parfaite, en veillant à ce que tout fonctionne bien pour que Julien puisse se concentrer sur le développement de son cabinet d'avocat. J'avais sacrifié mes propres rêves, mis mon diplôme d'art en attente indéfiniment, tout pour soutenir ses ambitions, et en quelque sorte mon dévouement était devenu ennuyeux pour lui. Maintenant, en regardant Léa se déplacer dans mon salon comme si elle y appartenait. Je me souvenais de chaque mot de cette conversation. La façon dont Julien avait décrit son manque d'excitation, son désir de quelqu'un qui le faisait se sentir jeune à nouveau, les promesses qu'il avait faites pour trouver un moyen d'être avec elle sans détruire sa réputation ou perdre l'accès à ses enfants. C'est tout un rassemblement, continua Léa, en désignant la pièce remplie de nos amis et voisins. Vous devez être si fiers de ce que vous avez construit ensemble. L'accent mis sur ensemble me serra l'estomac. Elle se moquait de moi là, devant tout le monde, et seul moi comprenais le jeu qu'elle jouait.
Julien lui sourit à son attention, la présentant au Hervé, d'en bas, comme son ami de la salle de sport. Ami. Le mot avait un goût amer dans mon esprit. Je me suis déplacé dans la pièce mécaniquement, jouant l'hôtesse parfaite. J'ai offert des boissons, j'ai bavardé sur les rénovations de la maison, j'ai complimenté Madame Chabert sur son beau foulard, tout en regardant Léa se rapprocher de mon mari, sa main s'attardant sur son bras quand elle riait, ses yeux trouvant les siens à travers la pièce avec une familiarité intime. Le pire n'était même pas son audace. C'était le plaisir évident de Julien. Il rayonnait presque de satisfaction, comme un homme qui avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Chaque sourire qu'elle lui donnait, chaque contact casual nourrissait quelque chose en lui que je ne pouvais apparemment plus lui donner. Charlotte ma chère, cette trempette aux épinards est absolument divine. La voix de Madame Poirier me ramena au présent. Vous devez absolument me donner la recette. Bien sûr, j'ai réussi à garder ma voix stable malgré le chaos dans ma poitrine. C'est ma grand-mère. Elle disait toujours que le secret était la noix de muscade fraîche, mais mon attention s'est reportée sur Julien et Léa. Il s'était dirigé vers les fenêtres donnant sur notre jardin, où Julien lui parlait probablement de ses projets pour le jardin. Les mêmes projets qu'il m'avait discutés la semaine dernière, me demandant mon avis sur l'endroit où planter les rosiers. Maintenant, il partageait ses rêves avec elle comme si c'était elle qui allait l'aider à les entretenir. Je l'ai regardé pointer vers le coin où nous avions prévu de mettre une balançoire pour quand notre fille Emma amènerait ses futurs enfants en visite. Les yeux de Julien pétillaient pendant qu'il parlait, plus animés que je ne l'avais vu depuis des mois. Léa hocha la tête avec empressement, sa main reposant possessivement sur son avant-bras. C'est là que j'ai remarqué, la clé. Elle tenait la clé de rechange de mon mari, celle de son trousseau, la faisant tourner entre ses doigts comme un trophée. La clé de la maison que j'avais passé des mois à rénover, le sanctuaire que j'avais créé pour notre famille. Elle avait accès à tout ce qui était à moi. Quelque chose de froid et de tranchant s'est installé dans ma poitrine. Pas le chagrin. J'avais déjà pleuré ce mariage pendant ces nuits blanches où Julien rentrait avec un parfum d'elle. Pas la colère non plus. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. C'était la clarté. Je me suis excusé de la conversation et suis allé calmement à la cuisine, posant le plateau d'amuse-gueule vide. Mes mains étaient stables maintenant. Mon esprit était parfaitement clair pour la première fois depuis des mois. Julien pensait avoir trouvé son échappatoire, sa seconde chance de bonheur. Léa pensait avoir gagné le gros lot. Tous deux avaient sous-estimé la femme qu'ils trahissaient. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et ouvert ma liste de contacts. Maître Moreau, l'avocat spécialisé en divorce qui s'était occupé du dossier de ma sœur l'année dernière. J'avais programmé son numéro il y a des mois, lors de ces sombres moments à 3 heures du matin où j'avais suspecté, mais pas encore confirmé, l'infidélité de Julien. Mon doigt a survolé son nom juste un instant avant que j'appuie sur appel. Moreau, c'est Charlotte Manning. Je pense qu'il est temps que nous ayons cette conversation. Madame Manning, je suis contente que vous ayez appelé. La voix de Maître Moreau était calme et rassurante au téléphone. Pouvez-vous me rencontrer lundi matin, 9 heures? J'y serai. J'ai terminé l'appel et ai remis le téléphone dans mon sac. Mon cœur battait la chamade, mais ma détermination était plus forte que jamais. Le lendemain matin, Julien est parti pour son rendez-vous client matinal. Code pour le petit déjeuner avec Léa dans ce petit bistrot de la rue des Lilas. J'ai attendu 30 minutes après que sa voiture a disparu dans notre allée avant de commencer mon vrai travail. Son bureau à domicile a été mon premier arrêt. Julien avait toujours été méticuleux dans ses dossiers juridiques, mais apparemment moins prudent pour cacher ses secrets personnels. J'ai photographié des relevés de cartes de crédit montrant des frais dans des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels dans des villes voisines pendant les week-ends où il prétendait jouer au golf avec ses partenaires. La piste papier dépeignait un tableau vivant de tromperie. Son ordinateur portable révélait des preuves encore plus accablantes. Des fils de mai entre lui et Léa s'étendaient sur 8 mois, beaucoup plus longtemps que je ne l'avais initialement suspecté. Les premiers messages étaient flirtatieux, puis ils sont passés à la planification explicite de leur rencontre. Mais ce qui m'a donné froid dans le dos, ce sont les messages où il me dénigrait, elle est complètement inconsciente, avait écrit Julien en mars. Charlotte est tellement prise dans sa routine de femme au foyer parfaite qu'elle ne remarque plus rien. Parfois, je me demande si elle s'en soucierait si elle le découvrait. La réponse de Léa était tout aussi cruelle. Pauvre chose vivant dans son petit monde imaginaire. Tu mérites tellement mieux que quelqu'un qui a renoncé à la vie.
J'ai capturé chaque conversation, sauvegardé chaque photo qu'ils avaient partagée, documenté chaque mensonge que Julien m'avait dit tout en planifiant ses escapades avec elle. Mes mains tremblaient en travaillant, non pas de peur, mais de fureur face à la désinvolture avec laquelle ils me méprisaient, me réduisant à rien de plus qu'un obstacle à leur bonheur. Mardi après-midi, j'ai suivi Julien à ce qu'il m'avait dit être une réunion de déposition. Au lieu de cela, il a rencontré Léa au parc des Rives, le même endroit où il m'avait demandé en mariage il y a 24 ans. L'ironie lui avait échappé, mais pas à moi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue avec un téléobjectif que j'avais acheté la veille, capturant des photos d'eux se tenant la main sur notre banc, s'embrassant sous notre arbre. La séance photo a produit plus que de simples preuves. Elle m'a donné de la clarté sur le caractère de Julien. Il ne se contentait pas de tromper. Il détruisait méthodiquement tout ce qui était sacré dans notre relation. Chaque endroit spécial, chaque tradition significative, il la partageait avec elle et effaçait ma présence de sa vie. Mercredi a apporté un cadeau inattendu. Pendant que Julien était censé être au tribunal, notre voisine, Madame Hervé, m'a appelé pour prendre un café. « Charlotte ma chère, j'espère que tu ne m'en voudras pas de demander, mais tout va bien entre toi et Julien ?» Mon pouls s'est accéléré. « Pourquoi demandes-tu ?»« Eh bien, j'ai vu cette jeune femme quitter votre maison plusieurs fois lorsque vous n'étiez pas là. Elle a sa propre clé, conduit une berline bleue. J'ai juste supposé qu'elle était de la famille, mais ensuite j'ai réalisé que je ne l'avais jamais rencontrée lors de vos réunions. Éléanore Hervé avait 73 ans, aussi vive qu'une attaque, et vivait à côté depuis 15 ans. Son témoignage serait inestimable. Je l'ai remerciée de son inquiétude et l'ai doucement encouragée à écrire les dates et heures où elle avait observé cette visite de membres de la famille. Ce soir-là, j'ai installé une application d'enregistrement discrète sur mon téléphone et l'ai placée stratégiquement lors du prochain appel de Julien à Léa. Leur conversation était un cours magistral d'arrogance et de planification. Julien discutait de sa stratégie de sortie, de la façon dont il prévoyait de se distancer progressivement des obligations familiales, de réduire ses contributions financières aux dépenses ménagères, et de finalement emménager avec Léa. J'ai déjà commencé à transférer de l'argent sur un compte séparé, lui a-t-il dit. Charlotte ne regarde jamais les relevés bancaires de toute façon. Le temps qu'elle réalisera ce qui se passe, j'aurai sécurisé assez pour recommencer avec toi. La trahison financière a blessé plus profondément que la trahison émotionnelle. Pendant que je gérais le budget de notre ménage, épargnant soigneusement pour les fonds universitaires de nos enfants et notre retraite, Julien avait systématiquement vidé nos actifs communs pour financer sa nouvelle vie. Les relevés bancaires montraient des transferts vers un compte que je ne savais jamais exister. Des paiements à un complexe d'appartements où vivait Léa. Jeudi matin, j'ai rencontré Maître Moreau. Son bureau donnait sur le palais de justice où Julien passait ses journées à défendre ses clients, sans jamais imaginer que sa propre femme construisait un dossier contre lui à quelques pâtés de maison de là. C'est une documentation exhaustive, a dit Moreau, en examinant les dossiers que j'avais apportés. Relevés téléphoniques, état financier, témoignages, preuves photographiques. Votre mari a été remarquablement négligent. Il n'aurait jamais pensé que je me battrais, ai-je expliqué. Il me voit comme la femme soumise qui acceptera toutes les miettes d'attention qu'il me jettera. Moreau hocha la tête avec gravité. Cet excès de confiance lui coûtera cher. Dans ce genre de cas, le conjoint qui documente tout gagne généralement tout. Nous avons passé 2 heures à élaborer une stratégie. Moreau a expliqué comment la liaison de Julien et la tromperie financière auraient un impact sur la division des biens, les arrangements d'obligations alimentaires, et surtout, la garde des enfants. Les preuves que j'avais rassemblées n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient dévastatrices. Il y a encore une chose, ai-je dit à Moreau alors que notre réunion se terminait. Je veux qu'il sache que je sais, mais pas avant que je sois prête. Quand je le confronterai, je veux une destruction complète, pas juste un coup de semonce. Vendredi soir, Julien est rentré tard à nouveau, sa chemise froissée et son parfum mélangé à celui de Léa. Il m'a embrassé la joue distraitement et a marmonné quelque chose à propos de prendre une douche rapide avant le dîner. Alors qu'il montait, son téléphone a vibré avec un message texte. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Ce soir était incroyable, mon amour. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher. Oh. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri sincèrement. La confiance de Julien dans son plan parfait était sur le point de devenir son annulation complète. Les preuves étaient compilées, la stratégie juridique était en place, et la demande de garde était prête à être déposée.
Il pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que j'avais déjà gagné la partie. Il ne voyait simplement pas le dernier coup. Bientôt, très bientôt, Julien découvrirait que sous-estimer la femme qui s'était tenue à ses côtés pendant 23 ans était la plus coûteuse erreur qu'il ait jamais commise. La phase de documentation était terminée. Il était temps de la confrontation qu'il ne verrait jamais venir. 2 semaines plus tard, j'ai décidé que c'était le moment. Julien était devenu plus audacieux, rentrant plus tard, se donnant à peine la peine de créer des excuses crédibles. Il avait même commencé à répondre aux appels de Léa devant moi, sortant juste de la cuisine avec une explication casuale d'appel professionnel qui ne trompait personne. Notre fils David rendait visite depuis l'université pour le week-end, et Emma avait conduit depuis son appartement en ville. Les dîners de famille avaient toujours été sacrés dans notre maison, mais le téléphone de Julien bourdonnait sans cesse pendant le repas. Quand il a finalement répondu en chuchotant, « Pas maintenant, je te rappellerai ». Nos enfants ont échangé des regards inquiets. « Papa, tout va bien au cabinet ?» a demandé Emma, sa voix douce mais interrogatrice. Le sourire de Julien était tendu. « Juste des urgences clients habituelles, ma chérie. Rien dont vous ayez à vous soucier. » Mais David n'était pas convaincu. À 22 ans, il avait hérité des instincts vifs de son père et de la nature protectrice de sa mère. « Maman, tu es très silencieuse ces derniers temps. Tu te sens bien ?» J'ai rencontré le regard inquiet de mon fils et j'ai senti ma détermination se cristalliser. Ces jeunes adultes, beaux et intelligents, méritent de connaître la vérité sur leur père avant qu'ils ne détruisent leur respect pour le mariage, pour l'engagement, pour les valeurs que j'avais essayé de leur inculquer si fort. En fait, il y a quelque chose que votre père et moi devons discuter avec vous deux, ai-je dit calmement, en posant ma fourchette. La tête de Julien s'est redressée, son visage a perdu toute couleur. Charlotte, peut-être que nous devrions. Non, Julien, ce sont des adultes. Ils méritent de l'honnêteté. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, récupérant l'enveloppe en manie de l'endroit où je l'avais cachée derrière le bidon de café. Mes mains étaient stables alors que je retournais dans la salle à manger. Qu'est-ce que c'est, maman ? La voix d'Emma était à peine un murmure. J'ai placé l'enveloppe sur la table, entre le rôti du dimanche et le bol de purée de pommes de terre. Un dîner de famille si ordinaire, sur le point de devenir extraordinaire, et ce pour de mauvaises raisons. Votre père a une liaison depuis 8 mois, ai-je dit, ma voix claire et inébranlable. Avec une femme nommée Léa Poirier. Ils se sont rencontrés dans des hôtels, des restaurants, même chez nous quand je n'étais pas là. Il a déplacé notre argent sur un compte secret pour financer sa nouvelle vie avec elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette de David tomba sur son assiette. Le visage d'Emma se décomposa, puis se durcit alors qu'elle regardait son père. « Papa !» Sa voix se brisa sur le mot. La bouche de Julien s'ouvrit et se ferma comme un poisson à l'agonie. « Moi ce n'est pas Charlotte. Tu ne comprends pas la complexité de quoi ? La voix de David était glaciale. De mentir à ta famille. De trahir maman après 23 ans. Vous les enfants ne comprenez pas les relations d'adultes. Julien balbutia, cherchant à reprendre le contrôle. Ta mère et moi avons grandi à l'écart. Parfois, les gens trouvent des connexions ailleurs quand t'arrêtes. Le commandement d'Emma coupa ses excuses. Arrête juste de parler, papa. Tu empirais les choses. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé le contenu sur la table. Les relevés bancaires montrant les transferts secrets. Des photos de Julien et Léa dans des restaurants, dans des parcs, entrant dans son immeuble, des impressions de SMS où ils se moquaient de moi, planifiaient leur avenir, discutaient de la manière de minimiser les obligations financières de Julien envers sa famille. Emma a ramassé une des photos avec des mains tremblantes. C'est le parc des Rives où tu as demandé maman en mariage. Emma, ma chérie. Ne m'appelle pas chérie. Elle a claqué la photo, les larmes coulant. Comment as-tu pu l'emmener là-bas ? Comment as-tu pu ruiner cet endroit pour maman ? David lisait les messages textes, sa mâchoire se serrant plus fort à chaque page. Tu as dit que maman était inconsciente. Tu as dit qu'elle vivait dans un monde imaginaire. Il regarda Julien avec un dégoût pur. Cette femme, cette Léa, elle a été dans notre maison. Elle a une clé. Julien a finalement retrouvé sa voix, mais elle est sortie comme une colère défensive plutôt que du remords. Vous agissez tous les deux comme des enfants. Les mariages se terminent. Les gens continuent.
Ta mère essaie de vous retourner contre moi avec cette présentation dramatique. Présentation dramatique? J'ai ri, le son dur dans la pièce silencieuse. Julien, ce sont des preuves pour la procédure de divorce et la demande de garde. Son visage est devenu blanc. Demande de garde. J'ai sorti le document final, celui que Maître Moreau avait déposé ce matin-là. La garde complète des 2 enfants, même s'ils sont maintenant adultes. Pension alimentaire basée sur ta tromperie financière documentée et 50% de tous les actifs conjugaux, y compris le compte de retraite dont tu pensais que je n'étais pas au courant. Emma regardait son père comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu avais prévu de nous quitter nous tous. Ce n'est pas si simple. Oui, ça l'est. David s'est levé brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est exactement ça. Tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que ta famille. Plutôt maman qui a soutenu ta carrière pendant des décennies. Plutôt nous. Le téléphone de Julien a vibré à nouveau. Le nom de Léa s'est affiché à l'écran. Sans réfléchir, il a répondu. Pas maintenant, Léa. Je m'occupe d'eux. Il s'est arrêté, mais il était trop tard. Oh mon Dieu. Emma a respiré. Elle t'appelle pendant le dîner de famille. Même maintenant, même après que maman ait tout exposé, tu la privilégies encore. David a attrapé le téléphone de la main de son père. Bonjour Léa. C'est le fils de Julien. Oui, celui qu'il prévoyait de t'abandonner. Je voulais juste te faire savoir que ma mère a demandé le divorce, et tu es sur le point d'être une erreur très coûteuse. Il a terminé l'appel et a posé le téléphone avec un calme délibéré. Julien s'est précipité pour attraper le téléphone, sa composure se fissurant complètement. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. La voix de David était mortellement calme. Elle a détruit le mariage de mes parents. Elle doit savoir qu'il y a des conséquences. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des sanglots discrets d'Emma. Elle tenait une autre photo. Une de Julien et Léa s'embrassant sur notre Porsche, le même Porsche où elle avait pris des photos de bal de fin d'études il y a seulement 4 ans. Je ne peux même pas te regarder maintenant, a-t-elle murmuré à son père. Je dois partir. Alors qu'Emma rassemblait son sac à main et ses clés, Julien a enfin semblé saisir l'ampleur de ce qu'il avait perdu. S'il te plaît, Emma. David, ne laisse pas cela détruire notre relation. Je suis toujours ton père. David s'est arrêté dans l'encadrement de la porte. Non, papa. Tu es notre père maintenant. Tu es juste l'homme qui a brisé le cœur de notre mère et nous a appris que les promesses ne signifient rien. La porte d'entrée s'est fermée derrière eux avec une finalité qui résonnait dans la maison. Julien et moi nous sommes assis dans les ruines de notre dîner de famille. 23 ans de mariage réduits à des documents juridiques et à des vérités amères éparpillées sur la table comme des épaves. Ce n'est pas fini, Charlotte, a-t-il dit. Finalement, j'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé plus que la vie elle-même. Oui, Julien, c'est fini. Le lendemain de notre confrontation lors du dîner de famille, Julien était parti. Ses vêtements, ses effets personnels, même sa tasse à café préférée. Tout avait disparu du jour au lendemain, comme s'il n'avait jamais existé dans notre maison. Il n'a laissé qu'une note griffonnée à la hâte sur le comptoir de la cuisine. Je resterai au hôtel de la gare du centre-ville jusqu'à ce que nous puissions régler cela civilement. Civilement. L'homme qui a décimé notre mariage avec des mensonges et le vol financier voulait régler les choses civilement. À midi, un coursier a livré des documents de Hartwell, Moreau et Associés, le cabinet de divorce le plus cher de la ville. Julien n'embauchait pas seulement un avocat. Il assemblait une armée. Les papiers exigeaient la garde conjointe de tous les enfants mineurs et une division des actifs à 50-50e, ignorant commodément le compte bancaire secret et 8 mois de liaison documentée. J'ai appelé Maître Moreau immédiatement. Ils essaient de nous écraser avant que nous puissions présenter nos preuves correctement. Laissez-les essayer, a répondu Moreau calmement. Les avocats chers ne peuvent pas réécrire les faits, Charlotte. Nous avons des documents qu'ils ne peuvent pas contester. La première audience était prévue dans 3 semaines. Entre-temps, Julien a lancé ce que je ne peux décrire que comme une offensive de charme. Il appelait Emma et David tous les jours, se présentant comme la victime de ma réaction excessive vindicative. Il envoyait des fleurs à mon bureau avec des notes sur le fait de traverser cette période difficile ensemble. Il a même eu l'audace de suggérer des conseils conjugaux par l'intermédiaire de son avocat.
Mais sa plus grande erreur a été d'impliquer Léa dans sa stratégie juridique. 2 jours avant notre première comparution au tribunal, j'ai reçu un appel d'Emma. « Maman, tu dois voir quelque chose. Peux-tu me rencontrer à ce café sur la 5e avenue ?» Quand je suis arrivé, Emma était assise dans un coin avec son ordinateur portable ouvert, son visage pâle de colère. « Papa publie sur les réseaux sociaux », a-t-elle dit, me tournant l'écran. La page Facebook de Julien, qui était dormante depuis des mois, présentait soudainement une série de publications soigneusement sélectionnées. Des photos de lui et Léa dans des restaurants chics, des sentiers de randonnée, des événements culturels, tout horodatés de la semaine dernière. Mais ce qui m'a fait bouillir le sang, ce sont les légendes. Commencer à nouveau avec quelqu'un qui apprécie vraiment les aventures de la vie. Parfois, il faut choisir le bonheur plutôt que de se contenter. Reconnaissant pour les secondes chances et les nouveaux départs. Chaque publication était une gifle calculée, conçue pour présenter leur relation comme un nouveau départ sain plutôt que le résultat de mois de mensonges et de trahison. Mais Emma avait remarqué quelque chose que j'avais initialement manqué. Regarde les dates. Maman. Il publie ça tous les jours depuis le dîner de famille. Mais regarde celle-ci. Elle a pointé une photo de Julien et Léa lors d'une dégustation de vin. Celle-ci a été prise il y a 6 mois. Je reconnais la tenue qu'elle porte de la fête de crémaillère. Il remonte les dates des publications pour donner l'impression que leur relation a commencé après son départ, pas avant. L'observation aiguë de ma fille nous avait juste donné une autre preuve. La tentative de Julien de réécrire l'histoire sur les réseaux sociaux se retournerait spectaculairement contre lui au tribunal. La première audience a été brutale. L'avocat principal de Julien, Maître Hartwell, était tout ce que j'attendais. Cheveux argentés, présence imposante, costume cher qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il a présenté Julien comme un père dévoué qui avait pris une décision difficile de quitter un mariage émotionnellement distant. Mon client reconnaît que les mariages se terminent parfois, a annoncé Hartwell au juge. Mais son engagement envers ses enfants n'a jamais faibli. Il demande la garde conjointe et une juste division des actifs, rien de plus. Quand ce fut le tour de Moreau, il a calmement présenté nos preuves chronologiquement. Des relevés bancaires montrant les transferts secrets commençant 8 mois avant le départ de Julien. Des messages textes entre Julien et Léa discutant de leur avenir ensemble pendant que Julien vivait encore dans notre maison familiale. Des photos d'eux ensemble dans des lieux où Julien avait prétendu assister à des fonctions professionnelles. Mais la preuve la plus dévastatrice était la manipulation des réseaux sociaux de Julien lui-même. Moreau a affiché les captures d'écran qu'Emma avait capturées montrant les horodatages originaux par rapport aux dates de publication. Votre honneur, Monsieur Manning ne se contente pas de réécrire le calendrier de sa relation. Il trompe activement le tribunal sur la nature et la durée de sa relation extramaritale. Moreau a déclaré, cela démontre un schéma de malhonnêteté calculé qui s'étend au-delà de l'infidélité conjugale jusqu'à une fraude potentielle. J'ai vu le visage de Julien s'effondrer alors que son propre avocat lui lançait un regard furieux. Hartwell n'était clairement pas au courant des publications sur les réseaux sociaux, et la tromperie de son client venait de saper toute leur stratégie. Le juge Patricia Dubois était une femme sévère dans la soixantaine qui avait vu tous les scénarios de divorce possibles au cours de sa carrière de 20 ans. Elle a étudié les preuves pendant ce qui a semblé une éternité avant de parler. Monsieur Manning, je suis troublé par ces divergences dans votre chronologie. Plus préoccupant est la tentative apparente de tromper ce tribunal sur la nature et la durée de votre relation extramaritale. La deuxième avocate de Julien, une jeune femme nommée Rebecca Chase, a tenté de sauver la situation. Votre honneur, les publications sur les réseaux sociaux de mon client étaient simplement un mauvais jugement en une période émotionnelle. Conseillère, a interrompu le juge Dubois. Un mauvais jugement, c'est poster des photos peu flatteuses de votre ex. Cela semble être une tromperie délibérée conçue pour influencer ses procédures. L'audience a été ajournée avec un avertissement sévère à Julien sur la fourniture d'informations exactes au tribunal. Alors que nous sortions du palais de justice, j'ai pu entendre les chuchotements furieux de Hartwell à son client au sujet des informations non divulguées et de la stratégie compromise. Mais Julien n'avait pas fini de se battre salement. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un avis qu'il contestait ma compétence en tant que parent, affirmant que j'avais manipulé émotionnellement nos enfants contre lui et que je les utilisais comme arme dans notre divorce. L'accusation était si scandaleuse que même Moreau semblait choqué. Il est désespéré, m'a-t-il dit. Ce type de contre-attaque se retourne généralement contre lui, mais nous devons être préparés à ce qu'il prolonge cela aussi longtemps que possible.
Le désespoir de Julien est devenu évident lors de la deuxième audience lorsqu'il a témoigné lui-même. Sous contre-interrogatoire, Moreau l'a méthodiquement guidé à travers chaque mensonge, chaque réunion secrète, chaque tromperie financière. Monsieur Manning, vous avez témoigné que vous aimez vos enfants plus que tout. Pourtant, vous avez déplacé près de 40 000 € de leur fonds universitaire pour financer votre relation avec Madame Poirier. Comment conciliez-vous ces deux déclarations? La réponse de Julien était un cours magistral de déviation et d'auto-apitoiement. J'étais émotionnellement confus. Mon mariage était mort depuis des années. J'ai pris des décisions financières que je regrette, mais cela ne fait pas de moi un mauvais père. Mort depuis des années. Moreau a insisté. Pourtant, vous et Madame Manning avez suivi des conseils conjugaux il y a seulement 18 mois, avez renouvelé vos vœux de mariage lors de votre 20e anniversaire, et avez acheté une nouvelle maison ensemble l'année dernière. Quelle version est la vérité, Monsieur Manning? La salle d'audience était silencieuse, à l'exception des frappes des reporters judiciaires. Julien avait été pris dans un autre mensonge, et tout le monde pouvait le voir. Le coup final est venu d'une source inattendue. Madame Hervé, notre voisine âgée, a témoigné en tant que témoin de caractère. Son témoignage sur les visites secrètes de Léa à Julien était déjà assez accablant, mais elle a ensuite ajouté un détail qui a stupéfié tout le monde. La jeune femme ne faisait pas que visiter, a dit Madame Hervé de sa voix claire et précise. Elle y mettait des affaires, des vêtements, des objets personnels. Il semblait qu'elle se préparait à y vivre de façon permanente, même pendant que Madame Manning était encore présente. Julien avait prévu de faire emménager Léa dans notre maison familiale pendant que j'y vivais encore. L'audace de cela a laissé même ses propres avocats sans voix. Lorsque le juge Dubois a rendu sa décision 2 jours plus tard, Julien était assis à côté de son équipe juridique, ressemblant à un homme brisé. La garde complète pour moi, la maison, les voitures, et 70% de tous les actifs conjugaux. Julien devrait payer une pension alimentaire et un soutien familial substantiel, même si nos enfants étaient adultes. Monsieur Manning, a conclu le juge, votre schéma de tromperie, de fraude financière et de mépris pour le bien-être de votre famille a convaincu ce tribunal que vous accorder la garde partagée ne servirait les intérêts de personne. Alors que je sortais de ce palais de justice, Moreau à mes côtés, portant des boîtes de preuves qui avaient assuré ma victoire. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une paix complète. Julien avait tout parié sur sa capacité à charmer et à manipuler son chemin à travers le système juridique. Il avait tout perdu. 3 mois après la décision finale du tribunal, j'organisais les affaires restantes de Julien dans le garage lorsqu'Emma a appelé avec une nouvelle qui aurait été choquante si je n'avais pas déjà été témoin de l'effondrement complet de Julien. « Maman, tu ne croiras jamais ce que David a découvert auprès de son ami Marcus à la faculté de droit, a dit Emma, sa voix portant un mélange de vindication et de pitié. Julien s'est fait virer de son cabinet. J'ai posé la boîte de ses vieux livres de droit et suis entré dans la lumière du soleil de l'après-midi. Viré. Apparemment, les avocats associés ont tenu une réunion d'urgence la semaine dernière. Le père de Marcus y travaille. Il a dit qu'il ne pouvait pas risquer d'avoir le nom de Julien associé au cabinet. Trop de clients de haut profil posaient des questions sur son caractère moral. Après que les procédures de divorce soient devenues publiques, l'ironie ne m'a pas échappé. Julien s'était toujours fié à sa réputation, à sa position dans le milieu juridique. Maintenant, cette communauté même l'avait rejeté comme un passif. Mais la vraie surprise est venue 2 jours plus tard lorsque Madame Hervé a frappé à ma porte avec son thé de l'après-midi et une commérage qu'elle semblait même hésitante à partager. « Charlotte ma chère, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le mentionner, mais j'ai pensé que vous devriez savoir que cette jeune femme, Léa, est venue hier à la recherche de Julien. J'ai invité Éléanore à entrer, curieuse malgré moi. Qu'est-ce qu'elle voulait? Éléanore s'est assise à ma chaise de cuisine avec un soupir. Eh bien, elle avait l'air terrible pour être honnête. Cheveux non lavés, cernes sous les yeux. Elle me suppliait de savoir où Julien avait déménagé. A dit qu'elle avait essayé de le joindre pendant des semaines, mais que son téléphone était déconnecté. L'image mentale de Léa, autrefois si confiante et polie, réduite à se présenter à ma porte, désespérée d'informations sur Julien, était presque pitoyable. Presque? Qu'avez-vous dit? La vérité, que je n'avais aucune idée où il était allé. Mais Charlotte, la pauvre chose avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. Je lui ai offert un verre d'eau et elle s'est mise à pleurer là, sur mon porche. La nature compatissante d'Éléanore signifiait qu'elle avait pitié de tout le monde,
même des briseuses de ménage. Mais ses prochains mots ont révélé à quel point Léa était tombée. Elle n'arrêtait pas de dire quelque chose à propos de perdre son emploi, à propos du fait que tout le monde au studio de yoga la blâmait pour ce qui s'était passé. Apparemment, certains des maris des autres instructeurs fréquentaient le cabinet de Julien, ou du moins autrefois, et le mot s'était répandu sur la liaison. Le studio de yoga où Léa enseignait avait été son sanctuaire, l'endroit où elle avait construit son identité de gourou du bien-être et de guide spirituel. Maintenant, même cela avait été dépouillé par les conséquences de ses choix. Une semaine plus tard, j'ai découvert à quel point l'exil social de Léa était complet lorsque j'ai rencontré Sarah Dubois à l'épicerie. Sarah était amie avec Léa depuis l'université, et je les avais vus ensemble d'innombrables fois lors d'événements communautaires. « Charlotte, je veux que tu saches à quel point je suis désolée pour tout », a dit Sarah, sa voix lourde de culpabilité. Je n'avais aucune idée que Léa était impliquée avec Julien. Si j'avais su, j'aurais dit quelque chose. Ce n'est pas votre responsabilité, Charlotte. Léa a fait ses choix. Sarah hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle luttait avec quelque chose. Le fait est qu'elle m'a appelé le mois dernier en me demandant si elle pouvait rester avec ma famille pendant un moment. A dit qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle avait besoin d'un endroit pour se regrouper, et je lui ai dit non. La voix de Sarah était à peine un murmure. Je ne pouvais pas risquer mon mariage, la stabilité de mes enfants pour quelqu'un qui avait si peu de considération pour les familles des autres. Mais je me sens mal à ce sujet. La conversation a révélé l'étendue de l'isolement de Léa. Quand vous êtes l'autre femme, vous découvrez rapidement que peu de gens veulent héberger quelqu'un qui a prouvé qu'elle ne peut pas être fiable autour des mariages. 2 semaines plus tard, j'ai appris que l'isolement de Léa n'était pas seulement social. C'était géographique. La petite amie de David travaillait à la poste et a mentionné que Léa avait déposé une adresse de réexpédition à Phoenix, Arizona. Elle est partie. J'ai demandé à David quand il m'a appelé pour me le dire. Elle a fait ses valises et a quitté la ville le week-end dernier. Apparemment, son propriétaire a dit qu'elle avait rompu son bail plus tôt, perdu sa caution. On dit qu'elle n'a pas trouvé de travail ailleurs en ville après que le studio de yoga l'ait licenciée. Phoenix, un endroit où personne ne connaissait son histoire, où elle pouvait recommencer sans le poids d'être la femme qui avait détruit la famille Manning. Mais je me demandais si la distance géographique pouvait vraiment fuir la personne que vous étiez devenue. La mise à jour la plus inattendue est venue de Julien lui-même, bien que je ne l'ai appris que par Emma. Il avait appelé notre fille dans ce qu'elle a décrit comme un état pathétique, divagant sur la façon dont Léa l'avait abandonné quand les choses étaient devenues difficiles. Il a même eu l'audace de sembler surpris. « Maman », m'a dit Emma lors de notre déjeuner hebdomadaire, comme s'il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu'un qui était prêt à rompre un mariage pourrait ne pas rester quand la situation devenait gênante pour elle. Julien avait apparemment passé des semaines à essayer de retrouver Léa, embauchant même un détective privé pour trouver sa nouvelle adresse à Phoenix. Quand il l'a enfin jointe, elle a refusé de le voir ou même de lui parler au téléphone. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle lui devait une explication. Emma a continué, secouant la tête. L'homme qui a passé 8 mois à mentir à sa famille pense que quelqu'un lui doit l'honnêteté. L'ironie est incroyable. Mais peut-être que le détail le plus révélateur est venu de David, qui avait maintenu un contact sporadique avec son père par ce qu'il appelait curiosité morbide. Papa vit dans un studio en centre-ville, a rapporté David. Une pièce plaque chauffante salle de bain partagée en bas du couloir. Il a demandé s'il pouvait emprunter de l'argent pour la caution d'un meilleur endroit. Qu'avez-vous répondu? La même chose que Léa lui avait apparemment dit, non. La voix de David était factuelle. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec. 6 mois après ma victoire au tribunal, j'ai reçu une dernière information sur le sort de Léa. Une ancienne collègue du studio de yoga m'a appelé pour me dire que Léa avait essayé de récupérer son emploi, prétendant que toute l'affaire était un malentendu et qu'elle avait été manipulée par un homme plus âgé. « Tu crois à l'audace ?» a demandé l'instructrice. Elle a effectivement essayé de se présenter comme la victime, comme si Julien l'avait obligée à détruire son mariage. Mais le studio de yoga n'achetait pas sa narration révisée. Il l'avait déjà remplacée par quelqu'un dont la vie personnelle ne venait pas avec un scandale et un contre-coup communautaire. En raccrochant le téléphone, j'ai réalisé que la plus grande punition de Léa n'était pas la perte de son emploi ni même son exil de notre ville. C'était la perte de son identité en tant que personne spéciale, quelqu'un qui valait la peine de détruire une famille. Elle s'était convaincue que l'attention de Julien signifiait qu'elle était extraordinaire, que leur amour valait n'importe quel prix. Maintenant,
Elle n'était qu'une autre femme qui avait fait de terribles choix. Seule dans une ville où personne ne connaissait son nom ni ne se souciait de son histoire. Debout dans ma cuisine, la même cuisine où j'avais passé ce premier appel à Maître Moreau, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Une indifférence complète. Pas de satisfaction, pas de vindication, juste l'absence paisible de tout sentiment à propos de Léa. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été. Sans importance dans ma vie. J'étais libre d'avancer, de construire quelque chose de nouveau sur les fondations de ma propre force plutôt que sur les ruines de la trahison de Julien. La femme qui avait menacé de voler mon mari n'était plus qu'un avertissement, un rappel que les actions ont des conséquences et que certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent jamais. Mes enfants étaient fiers de moi. Mes amis respectaient mon courage. Mon avenir était le mien. La maîtresse était tombée, mais j'avais triomphé. Si cette histoire de la victoire ultime de Charlotte vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.